Allez, on poursuit maintenant avec la Côte d'Ivoire. La plateforme nationale, un grand syndicat ivoirien, a demandé lundi le report de la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, affirmant avoir les moyens syndicaux pour faire bouger les choses. Nous sommes favorables pour un report de ces présidentielles. La plateforme nationale exige de la classe politique ivoirienne et particulièrement du pouvoir en place l'organisation d'assises nationales pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'une élection démocratique et apaisée. C'est ce qu'a déclaré son président Théodore Gnagna Zadi lors d'une conférence de presse. Au niveau de la Côte d'Ivoire, Kaido Tété, tous les acteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, sont inquiets de la manière dont cette présidentielle est en train d'être organisée. Par contre, du côté du pouvoir, on affiche une sérénité sans faille. Oui, lorsqu'on est dans une dynamique de conservation du pouvoir, cela va de soi. Parce que M. Alassane Ouattara, lui, se dit quelqu'un qui veut respecter la date butoir du 31 octobre pour l'organisation des élections présidentielles. Donc, et toutes ces énergies, c'est dans la matérialisation de cette date. Donc, il est dans une logique. C'est vrai également que la classe politique, la classe de l'opposition et quelques acteurs de la société civile aussi lancent des appels à un report de ces élections. Ça, c'est également leur moyen de défense pour mieux se préparer. Et puis, et ce qu'ils donnent comme argument, ce sont des arguments qui tiennent la route, mais le fossé est assez grand. Donc, est-ce qu'ils peuvent obtenir ce report à quelques, disons, 2 ou bien 3 semaines de la date des élections, je dis, je me demande, est-ce que les acteurs politiques ou bien les acteurs sociopolitiques de la Côte d'Ivoire ne se sont pas pris en retard en posant ces revendications. Et vous avez constaté avec moi que dans un premier temps, il n'était pas chaud pour ces appels, mais l'appel c'était beaucoup plus à la désobéissance civile qui n'a pas prospéré. Et au même moment, on fait croire à l'opinion que les candidats contre Alassane Ouattara n'allaient pas aller aux élections, mais ces candidats ne se sont pas retirés officiellement de la course. Donc, c'est dire qu'il y a une certaine cacophonie au niveau de la classe politique de l'opposition. Ce qu'ils ont pu obtenir, c'est la démission de leurs représentants au niveau de la CEI, mais est-ce que cette démission va empêcher réellement la poursuite du processus électoral? Parce qu'on a vu, ça a fait légion dans d'autres circonstances où des gens ont démissionné, mais cela n'a pas empêché que le processus aille à son terme. Maintenant, avec, disons, la plateforme nationale qui a exprimé à nouveau ce besoin de report des élections, est-ce que le pouvoir en place, le gouvernement va les écouter? Donc ça, c'est l'inconnu. Et ce qui est marrant aussi, vous remarquerez que dans leur déclaration, ils disent qu'ils vont utiliser les moyens syndicaux pour remettre les choses en ordre. Mais ils étaient où? Ils dormaient? Donc, est-ce qu'il ne fallait pas agir plus tôt pour qu'on n'en arrive pas à cette situation un peu compliquée? Et vous voyez également que, c'est vrai, les violences préélectorales n'ont pas aidé aussi, disons, l'environnement sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que, avec l'annonce de la candidature de M. Ouattara et les mouvements qui s'en ont suivi, on fait au moins une quinzaine de morts. Donc ça, c'est déjà trop. Donc on doit déplorer, même si c'est un seul mort, donc c'est déjà trop, aller jusqu'à avoir comme manifestation de la violence préélectorale 15 personnes. Donc ça doit interroger les hommes politiques. Alors, c'est une, en tout cas, belle question que soulève Credo. Est-ce que toutes ces interpellations au report n'interviennent pas plutôt tard, finalement? Non, tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui se disait depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, l'opposition a toujours dit ce que vous êtes en train de faire pour l'enrôlement, c'est pas normal. Le retour des Gbagbo et Gouré-Goudé, c'était depuis. Donc, ce n'est pas nouveau, on le savait. Mais seulement, le pouvoir fait tout, fonce dans le mur, dit tout va bien. Et au dernier moment, ils disent, ils évoquent, comme Credo également le dit, que
le délai, c'est trop tard, parce que nous sommes déjà à 2 semaines. Mais je ne l'ai pas inventé. Hein. Oui. Je me suis appuyé sur les réalités, Oui, sur les informations. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on nous sert. Non, c'était juste pour la précision. Oui, c'est ce qu'on nous sert. Comme vous avez dit que je le dis, je ne le dis pas, mais je n'ai fait que reprendre la situation. La situation. Mais, voilà. Merci pour la précision. Voilà, le reprendre ici, c'est vrai que ça a été le cas dans plusieurs pays où c'est à la dernière minute que le pouvoir dit oui, que c'est trop, parce que ils évoquent toujours cette histoire de constitution, que la constitution, il y a des délais constitutionnels et qu'il faut respecter. Mais lorsque le processus est pipé, hein, et qu'on le dit depuis, l'on refuse jusqu'à la dernière minute. Donc, cette histoire d'entêtement de Alassane Ouattara, c'est la même chose en Guinée là-bas. Ça fait froid au dos pour des personnes âgées qui doivent refléter quelque chose, hein, dont leur nom doit être inscrit, hein, dans l'histoire du pays et dans l'histoire en bien. Mais ils continuent. Qu'est-ce qu'il coûte à Alassane Ouattara de faire venir en Côte d'Ivoire Guillaume Soro, Brégoudé et Henri Konan et Laurent Gbagbo, et qu'ensemble avec les Henri Konan Bédié, comme on l'avait toujours dit ici, de faire, même si eux, ils vont se mettre hors de la course, vous dites, bon, laissons d'autres personnes, parce que nous avons des choses. Donc, que les gens, ils doivent poser cette base, parce que aller à ces élections, quand il sera élu, est-ce que c'est en ce moment qu'il va tendre la main aux autres? Donc, ce qui est bien à faire, je pense que nos chefs d'État doivent les apprendre. Ou bien, ils le savent, mais doivent inculquer ça, hein, dans leur veine. Que nous n'avons pas à conduire un peuple à l'abattoir. Dans l'histoire, il faut que le nom là soit inscrit en lettres d'or. Qu'on dise que Ouattara a fait le pouvoir au moment de partir. Voilà comment il a laissé le pays. Donc, arriver à ce stade, faire ces 2 mandats, ne pas terminer, et se présenter pour dire que lui, il va quitter, c'est à cause des gens du Nord, ou de quoi, ou bien que les Bamilenke ne doivent pas voter, et les choses, c'est irréaliste de la part de nos dirigeants. Et donc, la Côte d'Ivoire a besoin, absolument, que ces élections, si ils veulent que la Côte d'Ivoire soit un pays, hein, apaisé, post-électoral, électoral et post-électoral, de reporter ces élections, comme beaucoup le demandent, et de mettre les instances en règle, de revoir le fichier électoral, c'est à partir de là tout pas, et d'avoir une CENI et une Cour constitutionnelle à mesure de dire la vérité des urnes, mais pas aller tailler les résultats en faveur, hein, d'un président fondateur. C'est tout ce que les gens craignent. Sinon, les gens n'ont pas peur d'aller aux élections contre Alassane Ouattara. Mais si le jeu est libre, les gens sont prêts. Mais lorsque vous organisez une élection et que vous êtes la seule personne à penser que tout se passera bien, il y a un problème quelque part. Non, mais il faut comprendre aussi M. Ouattara, parce qu'il est en charge de l'organisation des élections, et selon les rapports qui lui seraient fournis, donc peut-être qu'on lui dit que tout roule, que tout se passe bien, et lui-même en tant que un acteur politique, un président qui est au front, et le passé d'opposant aussi de M. Ouattara le renforce aujourd'hui dans sa position. Parce que ce que on le fait voir de toutes les couleurs aujourd'hui, et M. Ouattara l'avait fait. Donc, peut-être qu'il se dit dans sa logique que ce sont nos habitudes lorsque nous étions du côté de l'opposition que de mettre la pression, de dire que même si les choses sont positives, de dire que ces choses sont négatives. Donc là, et il ne faut pas occulter le fait que M. Ouattara, aujourd'hui, n'est pas en quête, n'est pas dans une posture de celui qui veut conquérir le pouvoir, mais c'est celui qui veut conserver le pouvoir et puis l'exprimer. C'est vrai, nous avons vu, lorsque M. Ouattara a ravalé sa salive à la suite du décès de Gon Coulibaly, pour se repositionner, nous avons vu comment la Côte d'Ivoire a bougé. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas bougé en biais.
Donc ça a été beaucoup plus en mal parce qu'on a également observé que des pro-Ouattara s'étaient déversés dans la rue pour manifester leur voix. Donc ça, ce n'est que l'expression des chapelles politiques. Et les chapelles politiques ne représentent ou bien ne regardent pas dans la même direction. Donc là, aujourd'hui, avec les revendications d'une classe politique de l'opposition, on aurait souhaité que ces revendications soient exprimées plus tôt et que ces revendications soient discutées dans le cadre d'une concertation ou d'un dialogue. Mais attendre que le jeu électoral soit lancé, les représentants de l'opposition à la CENI se sont retirés assez tardivement, n'ont pas pu tirer sur la sonnette d'alarme. C'est beaucoup plus, disons, l'expression d'une intransigeance politique de la part de Guillaume Soro qui a fait bouger les choses. Et Guillaume Soro, depuis Paris, a gardé le contact avec un certain Afi N'Guessan, un certain Kona Bédié. Et si on dit, s'il y a une personne qui va un peu tanguer, c'est Kakabé. C'est Kakabé. Donc, non, mais je n'ai pas les éléments d'appréciation, mais on peut aller sur ce terrain. Donc là, c'est parce que, si on prend M. Guillaume Soro aujourd'hui, même M. Guillaume Soro est comptable aussi de tout ce que Alassane Ouattara fait aujourd'hui. On peut jeter de l'anathème, de l'opprobre sur M. Ouattara, mais on retrouvera derrière un certain Guillaume Soro qui a contribué à l'établissement de cet ordre politique. Donc, c'est pas parce qu'il en est victime aujourd'hui qu'il va vouloir jouer au sein ou bien au plus blanc que neige. Donc, il est également comptable. Et c'est également bien de sa part de dire que je me départisse des mauvaises habitudes, mais dans la forme et dans la règle. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que truc là? Donc, il ne faudrait pas résumer le problème ivoirien à des conflits personnels ou bien à des intérêts personnels. Mais tel que exprimé aujourd'hui, donc on voit que il y a l'ego surdimensionné de tous les côtés, chez tous les acteurs politiques, parce qu'ils pensent que si ce n'est pas moi, l'autre ne pourrait pas faire la chose. Maintenant, on doit s'interroger, est-ce que c'est encore possible ce dialogue avant le 31 octobre, du moment où M. Ouattara ne veut pas lâcher du lest? Il tient au vote du 31 octobre. Donc peut-être que avec la mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, peut-être qu'on pourra arriver à un consensus, parce que même hier mardi, la mission conjointe a, dans un premier temps, rencontré Monsieur Ouattara, et la mission a même pris langue avec les leaders politiques clés, les représentants de la société civile. Donc la somme va être faite, le résumé, et ils vont retourner vers le président pour essayer de lui porter toutes les suggestions qui sont faites. Et le président a toute la latitude de dire ça je prends, ça je ne prends pas. Alors ici, il y a quand même... est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu une sorte de... Même si c'est la date constitutionnelle, il y a une sorte de fétichisme de date. C'est improbablement improbable. C'est un bazar qui avait sorti ce concept. Qu'il y a des probabilités improbables. Voilà, qu'il y a des probabilités improbables. Donc, c'est son concept qu'il ne nous a jamais développé dans un journal. Il peut même vous livrer son concept dans le médium que vous allez publier avec. On va voir ce qu'il va dire là-dedans. Non, bon, vous pouvez le faire aussi, étant son ami. Le fétichisme des dates, c'est ça. Les gens, ils sont agrippés à quelque chose. Ils ne veulent pas se détacher. Le pouvoir, rien que le pouvoir. Sinon, on ne voit pas ce que Ouattara cherche encore, chose là-bas. Et vous voyez, les missions, Ibn Chabas, on le connaît pour son soutien au régime qui tripatouille les constitutions. Il était déjà passé, il a passé ses consignes à Ouattara, fonce dans le mur, il continue de foncer. Mais là, il retourne avec la CEDEAO qui, vous avez vu, conduite par la CEDEAO. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de prêter des intentions à M. Chabas? Conduite par une Ghanéenne, la ministre des Affaires étrangères, la présidente du Conseil des ministres. Voilà, de la CEDEAO. Vous voyez encore
la présence des pays anglophones dans nos... Non, parce que c'est le Ghana qui a... Non, mais du moment où c'est le Ghana qui a la présidence, donc la présidence du Conseil des ministres, logiquement. Donc c'est pourquoi je te disais, il faut comprendre, il faut connaître l'institution avant d'en parler. C'est ce que je dis. Le Ghana a pris la tête quand non, il y a quelques semaines, oui. Alassane voulait le prendre. Mais ça l'a échappé. Non, c'est une présidence rotative. Je sais, il y a déjà... Oui, la Côte d'Ivoire n'avait pas... Non, la Côte d'Ivoire ne pourrait jamais... à la place du Ghana, prendre encore la présidence de la conférence des chefs d'État. Du moment où... mais il y a même un argument plus plausible. Donc là, actuellement, la présidence de la commission, c'est détenue par la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire ne pourra plus demander, M. Ouattara l'avait déjà fait, autant de M. Désiré Kadri Ouedraogo. Donc on ne peut pas avoir la présidence de la commission Côte d'Ivoire, la présidence de la conférence aussi Côte d'Ivoire. Parfois envie pour consolider leur position. Non, c'est là où je dis, vous êtes en train de prêter des intentions. Basez-vous sur des faits pour essayer de faire des analyses. Oui, les faits, c'est quoi? C'est que Ibou Chabas est passé, il a fait des déclarations que l'Union africaine ne va pas accepter une élection qui ne soit pas consensuelle. Ou bien, où tout est rejeté par l'opposition. Mais Ouattara fonce dans le mur. Est-ce que je lui prête attention? C'est les actes, c'est les faits que nous sommes en train de voir. Non, mais sinon, il aurait pu... question de savoir, est-ce que M. Chambas a pris position pour M. Ouattara? Non, il n'a pas pris position. Il n'a pas pris position pour... Il a fait une déclaration pour dire que l'Union africaine ne va pas accepter des élections, ne cautionne pas des élections qui sont organisées où il n'y a rien de consensuel. Normalement, depuis son passage en Côte d'Ivoire, on devait sentir si vraiment, soit Alassane Ouattara se fout de la gueule de l'Union africaine, sinon il devait avoir un pas qui a bougé, qu'on sente que ce que les gens demandent, que la CENI soit recomposée, d'accord, que la CENI soit recomposée et que les listes soient révisées. C'est la base fondamentale. Et que la Cour constitutionnelle, que les gens parlent depuis là. Non, il ne l'a pas fait. Parce qu'il sait que il y aura encore une autre. Parce que quand cette mission arrive, les oppositions ont parfois l'habitude de croire que la baguette magique ou bien la solution magique viendrait de là. Donc dans la stratégie de la CEDEAO, de l'Union africaine aussi, il faut se déplacer en tenant compte de ces délais-là. Lorsqu'on arrive, on dit, bon, par exemple, ils ont trouvé une liste électorale consensuelle. C'est arrivé ailleurs. Donc, en fait, c'est à ça qu'on s'achemine. Donc, l'Union africaine et la CEDEAO, ils vont pousser, faire en douce pour pousser Alassane Ouattara à pouvoir réaliser son élection le 31 octobre. Non, c'est ça. Ce n'est pas du tout évident. La mission actuelle, c'est une mission conjointe préventive. C'est ça la particularité. Oui, une mission de diplomatie préventive. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Que l'élection aura lieu. Non.